Il y a dans cette campagne une demande de renouveau à la fois des hommes et des partis. L'agence France Presse a calculé que vous aviez cumulé dans votre vie politique 105 ans, 105 années de mandat électif, maire, sénateur, député, Premier ministre, qui n'est pas un mandat électif. Vous dites que vous incarnez la rupture. Est-ce que vous pouvez incarner le renouveau ? Je crois que les Français ont besoin d'un président de la République et de l'expérience, qui soit capable de tenir compte du passé, y compris des erreurs du passé pour réformer le pays, et puis surtout qui ait la force de caractère et la connaissance du fonctionnement des rouages de notre pays pour assurer sa place dans le monde. Voilà. Et on est dans un moment très dangereux, très difficile, et je ne ressens pas le désir des Français de confier leur pays à un apprenti. Alors, autre question politique, vous avez tenu des propos ces derniers jours qui ont un petit peu perturbé dans votre propre camp. Vous avez dit que vous étiez prêt à faire entrer dans votre futur gouvernement des membres de Sens commun, qui est un prolongement de la Manif pour tous. Ils ont une vision, on peut le dire, traditionnaliste de la société française. Ils sont pour l'abrogation du mariage pour tous. Ils sont aussi pour la fin de l'espace Schengen. Quel poste vous pourriez leur confier? Quel type de ministère? Ce que j'ai voulu dire, c'est que ma majorité, la majorité que je souhaite, ira de Sens commun jusqu'à Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais il y a une différence entre majorité et poste dans le gouvernement. Eh bien, il peut y avoir, je vous rappelle que dans le premier gouvernement que j'ai constitué sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, il y avait Alain Juppé, il y avait Christine Boutin. Et ça ne posait de problème à personne. Aujourd'hui, ça en pose manifestement. Jean-Pierre Raffarin dit que ça lui poserait un sérieux problème. Certains parlent de faute. Non, j'ai lu ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin. Il dit simplement, c'est pas parce qu'il y aurait un membre de Sens commun qui serait membre du gouvernement que c'est la politique de Sens commun qui serait appliquée. C'est ce que dit Jean-Pierre Raffarin. Et c'est exactement ce que je veux dire. Il y a trop de sectarisme dans la vie politique française. On ne peut pas comme ça jeter le discrédit sur telle ou telle personnalité qui s'inscrit dans le cadre républicain. Tant qu'on s'inscrit dans le cadre républicain, on a vocation à participer, en tout cas à droite et au centre, à une majorité. Mais moi, j'ai un projet politique que je présente aux Français. C'est pas le projet de Sens commun, c'est pas non plus le projet du centre-gauche, c'est le projet de François Fillon. Et c'est celui-là qui serait mis en œuvre par les membres du gouvernement qui devraient faire preuve de loyauté et de discipline. Et ce ne serait pas un projet qui serait, dès le début, menacé d'incohérence avec des représentants de Sens commun d'un côté? Est-ce que vous croyez qu'avec François Bayrou d'un côté et Robert Rue de l'autre, on n'est pas dans une situation d'incohérence? Mais leur présence dans le futur gouvernement n'est pas évoquée. Il faut rassembler les Français. Et pour rassembler les Français, il faut ne pas jeter le discrédit sur telle ou telle catégorie. Personne ne me pose la question de savoir s'il y aura des francs-maçons ou s'il y aura des personnalités de telle ou telle obédience philosophique dans mon gouvernement. Voilà, les gens de Sens commun, ils représentent une filiation politique, une idéologie, ils représentent une sensibilité, c'est pas la mienne. Ils savent très bien, d'ailleurs, on a des désaccords sur beaucoup de sujets, mais ils me soutiennent et ils soutiennent mon projet. Et d'ailleurs, ils ont été assez loyaux et fidèles dans des moments difficiles. Alors, François Fillon, intéressons-nous maintenant concrètement à votre programme. Imaginons la France, François Fillon étant président, la France en 2022. Regardez avec Amandine Atalaya et Jean-Luc Pérez. En 2022, dans la France de François Fillon, le plein emploi serait de retour et il aurait appliqué toute une série de mesures d'inspiration libérale. Dans le secteur public, fini les 35 heures au profit des 39 heures. Dans le privé, chaque entreprise pourra décider du temps de travail de ses salariés. 500 000 emplois publics auront été supprimés par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Et il aura fait voter le passage de l'âge de la retraite de 62 à 65 ans, mesure effective juste après la fin de son mandat. Dans un scénario idéal, pour retrouver la croissance, il aura supprimé l'ISF et redonné de la compétitivité aux entreprises grâce à un allègement des charges sociales et fiscales de 35 milliards d'euros. Côté pouvoir d'achat, les petites retraites auront été augmentées de 300 € par an et les salariés auront bénéficié d'une baisse des charges salariales annuelles de 350 €. Au terme de ce quinquennat Fillon, l'uniforme sera rétabli à l'école, 16 000 places de prison auront été créées et des quotas d'immigration seront fixés par la loi. Un point de votre programme, Monsieur Fillon. Vous voulez supprimer l'ISF que paient les 340 000 Français les plus riches et en même temps augmenter de 2 points la TVA que paient tous les Français, y compris les plus modestes. Est-ce que vous comprenez que certains trouvent votre programme très déséquilibré? La question qui est posée, c'est est-ce qu'on veut que la France retrouve le plein emploi ou pas? On a 10% de chômage. Aujourd'hui, l'Allemagne a 3,9% de chômage.
Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a un taux de fiscalité sur le capital qui est 2 fois inférieur au nôtre, parce qu'en Allemagne, on travaille 39 heures, parce qu'en Allemagne, la retraite est à 65 ans, parce que les Allemands ont fait des réformes sérieuses qui leur permettent aujourd'hui d'être au plein emploi. C'est ce que je veux obtenir. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait de nouveau des investisseurs français. Pour qu'il y ait des investisseurs français, il ne faut pas qu'il y ait une fiscalité du capital qui soit confiscatoire. Et je voudrais ajouter un point. Vous évoquez l'augmentation de la TVA, qui est destinée à compenser la baisse des charges sociales. Donc pour les salariés, la baisse des charges sociales est compensée, ou plutôt l'augmentation de la TVA est compensée par la baisse des charges sociales. En revanche, dans le projet d'un de mes concurrents, M. Macron, il y a une augmentation de la CSG très importante qui va frapper tous les Français, qui va frapper les salariés, qui va frapper les fonctionnaires, qui va frapper les retraités. De TVA également, tout ce mais qui elle est beaucoup plus un bien importante, ou un parce qu'elle est de service. 20 milliards, l'augmentation de CSG de M. Macron. Elle est bien plus importante que l'augmentation de TVA que je propose, et surtout, elle n'est pas compensée par une baisse des charges sociales. Ce qu'on veut dire, c'est que votre programme promet beaucoup d'efforts et de sacrifices aux Français. Est-ce que Non, vous comprenez pas que du certains tout. Pas du trouvent que tout. Les sacrifices, c'est aujourd'hui. Les sacrifices, c'est les gens qui sont au chômage. Les sacrifices, c'est le pouvoir d'achat qui baisse. Le sacrifice, c'est les inégalités qui augmentent. Moi, ce que je veux construire, et d'ailleurs, c'était plutôt bien résumé dans votre projet, c'est un pays dans lequel les jeunes trouvent du travail, où les familles ne sont pas désespérées par l'absence de perspective pour la jeunesse, et où la croissance redonne la possibilité de redistribuer du pouvoir d'achat. C'est une situation qui est bien meilleure que celle d'aujourd'hui. Alors ça nécessite de partir en retraite un peu plus tard, c'est vrai, mais tous les autres pays européens sont dans cette situation. Qu'est-ce qui peut nous faire penser que nous, Français, on va pouvoir éternellement rester tout seul avec les 35 heures que personne ne nous a imitées, avec la retraite à 62 ans alors que partout c'est 65 ans, et un taux de chômage qui explose et qui menace la cohésion de la société française. Justement, vous parlez de chômage et d'emploi. Votre programme va bien au-delà de la loi El Khomri qui a pourtant poussé des centaines de milliers de personnes et de Français dans la rue. Qu'est-ce qui vous convainc que vous pourrez aller au-delà de ces blocages ? D'abord parce que moi, je dis la vérité aux Français. Et je vais à l'élection présidentielle en disant la vérité, alors que François Hollande a fait le contraire. Il n'a jamais dit aux Français, quand il s'est fait élire à la présidence de la République, qu'il allait proposer la loi El Khomri. La deuxième chose, c'est que je dis que ces mesures, parce que je considère et je suis certain que ce sont des mesures qui permettront d'atteindre cet objectif de plein emploi, je demanderai au Parlement de les prendre tout de suite, dès le début du quinquennat, dès le mois de juillet et dès le mois d'août, et les Français verront que ces mesures sont des mesures qui donnent des résultats. Elles ont donné en 2 ou 3 ans des résultats en Allemagne, et je veux encore redire ce chiffre, parce que c'est à la fois un chiffre qui doit nous donner de l'espoir et qui en même temps nous amène à réfléchir sur nous-mêmes. 3,9% de chômage en Allemagne, 10% en France. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Est-ce qu'on est si mauvais que ça ? Des centaines de milliers de mini-jobs en Allemagne payés 540 € également. Alors ça fait partie du discours français qui consiste Non, c'est pas un constat, parce que c'est pas la vérité. La vérité, c'est que l'Allemagne est au plein emploi, que les gouvernements allemands font l'objet d'une certaine confiance de la part de leurs citoyens, que la chancelière a été réélue 3 fois, et qu'il n'y a pas des hordes de jeunes Allemands qui se précipitent en France pour profiter de notre système social. Donc, et qu'il y a en Allemagne un moral de la population allemande qui est sans commune mesure avec le nôtre. Donc tout ça montre bien qu'on peut atteindre le plein emploi et que ça change les perspectives pour le pays. Monsieur Fillon, si vous êtes élu président de la République et vous aurez besoin de la confiance des Français, comment pensez-vous renouer ce lien de confiance avec les Français, ce lien qui a été distendu après les affaires et notamment les soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur votre épouse? D'abord parce que tout le monde va découvrir que ces soupçons ne sont pas fondés. L'élection, c'est avant le jugement. Oui, mais là, vous parlez de rétablir la confiance. Donc rétablir la confiance, je considérais que c'était après l'élection. Et deuxièmement, parce que ce qui compte dans la légitimité du pouvoir, c'est le choix des Français. Et pour l'instant, c'est le système médiatique, ce sont les échos qui font l'image que vous évoquez et qui a effectivement pesé sur cette campagne. Mais vous parlez de votre premier geste symbolique sur la transparence. Oui, bien sûr. Ça veut dire que vous ressentez quand même la nécessité. C'est une façon pour moi de montrer que je n'ai aucune difficulté à proposer, au contraire, des mesures qui seront pas d'ailleurs celles que proposent tous mes concurrents, qui sont cette espèce de démagogie permanente sur ces sujets.
je veux qu'on fasse les choses sérieusement. C'est pour ça que je demande à des magistrats de le faire. Puis ensuite, il y a une deuxième chose que je voudrais préciser devant vous, c'est qu'il y aura une élection législative après l'élection présidentielle. Et c'est simplement quand le président de la République a une majorité qu'il peut agir. Et moi, ma conviction, c'est que je suis le seul aujourd'hui, non seulement à proposer un projet d'alternance, mais à pouvoir bénéficier d'une majorité. Parce que soit on est avec le Front National dans une situation où on n'imagine pas qu'il y ait une majorité de députés Front National à l'Assemblée nationale, soit avec Emmanuel Macron, on n'imagine pas que les députés Internet puissent constituer cette majorité. Concernant votre programme économique, nous sommes allés voir un homme de 57 ans. Il est au chômage et il a une question extrêmement pratique et concrète à vous poser, Monsieur Fillon. Édouard Molina, j'ai 57 ans. J'ai eu une fermeture de l'entreprise par licenciement économique. Je suis à la recherche d'un emploi, sachant qu'à 57 ans, ça va être très très compliqué. Monsieur Fillon, vous qui préconisez l'âge de la retraite à 65 ans, que comptez-vous faire pour les personnes comme moi qui perdent leur emploi à 57 ans et qui ne trouveront plus du travail définitif dans un bassin d'emploi lamentable? La seule réponse honnête qu'on puisse lui faire, c'est le plein emploi. Si on était en situation de plein emploi comme en Allemagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises s'arracheraient des salariés comme monsieur à 57 ans. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est au chômage? Pourquoi est-ce que les entreprises se débarrassent des seniors? C'est parce qu'elles ont le choix. Elles ont un immense choix dans un pays qui a 10% de chômeurs et elles ont souvent intérêt à aller recruter un jeune à la place de personne. Mais sa question est très concrète. Comment vous, Président, allez-vous contraindre ou mais obliger, il ne s'agit pas de contraindre. Si vous êtes convaincre les entreprises d'embaucher M. Molina d'ici à le plein 57 ans? emploi, en attendant d'atteindre le plein emploi. En attendant le plein emploi, il y a des mesures qui existent. Il y a l'assurance chômage, il y a des mesures qui permettent... Mais vous voulez qu'elle aille décrescendo? Oui, mais indemnisation après, chômage pour ce monsieur. Il y a ce qu'on appelle, il y a l'allocation sociale unique que je propose qui remplace le RSA. Mais toutes les autres réponses sont des réponses démagogiques. Si on pourrait évidemment, pour comment dirais-je, répondre immédiatement à la question qui est posée, dire on ne va pas augmenter l'âge de la retraite. Bon, si on n'augmente pas l'âge de la retraite, qu'est-ce qui va se passer? Les retraites vont baisser. Voilà, parce que les retraites, c'est des cotisations. Comme il y a de plus en plus de personnes à la retraite et de moins en moins de personnes qui travaillent, si on n'augmente pas l'âge de la retraite, ça veut dire que les retraites vont baisser. Et quand on sait qu'il y a dans notre pays beaucoup de retraités qui vivent très mal, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est évidemment une solution que je ne peux pas défendre. Vous, Président, nous avons lu votre programme. Les 10 millions d'élèves de l'école primaire jusqu'à la fin de la 3e porteront un uniforme à partir de quand? Est-ce que ce sera à partir de la rentrée 2017-2018? Ce que je propose, c'est que chaque établissement décide de la tenue que les élèves adopteront et que ça soit un choix fait par les conseils d'établissement en liaison avec les parents. Il ne s'agit pas naturellement de les obliger à porter des cravates et des blazers comme en Angleterre, mais il s'agit par une tenue uniforme qui peut être un t-shirt et un jean, de symboliser l'égalité dès l'école primaire. Ce sera codifié, pas n'importe quel t-shirt, pas n'importe quel jean. Non, ce sera laissé au choix des établissements. Simplement, je demanderai aux établissements d'adopter une tenue uniforme. Et je pense que c'est un symbole très important pour essayer de resserrer les liens au sein de la communauté nationale. Pour montrer à un enfant, dès qu'il arrive dans la vie sociale, puisqu'au fond c'est sa première entrée, l'école dans la vie sociale, qu'on est tous égaux, qu'il n'y a pas de différence de religion, qu'il n'y a pas de différence d'origine, qu'il n'y a pas de différence de classe sociale. Il faut que je vous pose, évidemment très rapidement, mais c'est important, une question d'actualité internationale. Le 4 avril dernier, les populations civiles syriennes ont été visées par une attaque chimique. Est-ce que vous trouvez que Donald Trump a eu raison d'agir unilatéralement en frappant le régime syrien de Bachar el-Assad? Bon, d'abord, je comprends sa réaction. C'est une réaction à la fois compréhensible et humaine compte tenu de l'horreur de ces attaques chimiques et compte tenu du fait que l'usage de l'arme chimique est interdit par la loi internationale. J'aurais préféré qu'on fasse l'enquête avant de tirer. Enquête refusée par les Russes? Non, pas du tout. Les Russes ont demandé que l'enquête soit une enquête internationale, qu'elle ne soit pas conduite que par des Américains. Oui, enfin bon, on peut toujours discuter. Enfin, ce serait bien qu'il y ait une enquête internationale. Ceci étant, l'attaque américaine sur le régime syrien ne change rien au problème. Voilà, le régime syrien, il est toujours là. Il est plutôt plus fort qu'il y a 4 ans, parce qu'on s'y est mal pris. Et surtout, ce que je redoute, et si j'étais président de la République, ce à quoi je m'opposerais toutes mes forces,
C'est le risque d'un engrenage militaire qui amènerait une confrontation entre les États-Unis, la Russie et l'Iran. Parce que c'est comme ça qu'ont commencé toutes les grandes guerres mondiales. Nous allons à présent, avec Anne-Claire, vous poser les traditionnelles questions qui ont trait à des points très précis dans la société française. On en parle beaucoup et nous vous demandons évidemment, comme le veut l'usage, d'y répondre, si ce n'est par oui ou par non, en tout cas brièvement. Faut-il légaliser, Monsieur Fillon, le cannabis? Non, parce que c'est une drogue et que sa légalisation, de mon point de vue, serait dangereuse. Faut-il reconnaître le vote blanc? Non, parce que voter, c'est choisir. Et on ne gouverne pas un pays avec des bulletins blancs. Faut-il aller plus loin sur la question de l'euthanasie et légaliser ce qu'on appelle le suicide assisté? Alors, moi, je suis contre l'euthanasie, mais je suis contre l'acharnement thérapeutique. Et je pense que la loi Leonetti-Claes, qui vient d'être votée, et qui permet à quelqu'un de demander ce qu'on appelle une sédation, enfin un traitement, enfin l'arrêt des traitements et la possibilité de mourir dans la dignité, est un compromis qui est le meilleur possible. Faut-il interdire les signes religieux ostentatoires dans l'espace public, dans la rue? Alors c'est moi qui ai fait interdire la burqa, j'ai été ministre de l'Éducation quand on a interdit le voile à l'école. Je ne souhaite pas qu'on aille plus loin parce que je ne vois pas pourquoi on interdirait les croix et les kippas au motif qu'il y a la montée d'un intégrisme au sein de la religion musulmane. Donc ce qu'il faut, c'est combattre les causes de cet intégrisme et c'est un des sujets de mon projet. Je pense qu'il faut que les musulmans modérés, qui sont l'immense majorité, se révoltent eux-mêmes contre cette montée de l'intégrisme qui conduit à la multiplication des voiles dans la rue. Vous êtes candidat à la magistrature suprême. Quelle est à vos yeux votre principale qualité et votre point faible? Bon, c'est pas facile de parler de soi, mais je pense que dans le 8e invité à nous dire, mon Dieu, qu'il est difficile de parler de soi. Dans cette élection, et dans ce contexte-là, je pense que mon expérience et le sang-froid dont je crois avoir fait preuve est un atout dans la conduite des affaires d'un grand pays comme la France. Après, mes défauts, j'en ai beaucoup. Un seul suffira. J'en ai beaucoup. Ou un point faible. Je suis orgueilleux, je suis gourmand. Mais je pense que quand on veut diriger la France, on n'étale pas ses défauts, on essaye de les corriger. Dans votre panthéon politique, y a-t-il un homme ou une femme qui vous accompagne tous les jours dans votre engagement politique et particulièrement en ce moment? De Gaulle sans hésiter et en juin 40. Voilà l'homme tout seul qui résiste. Le De Gaulle de 40, pas de 58. Le De Gaulle de 58 est plus proche de ce que je veux faire politiquement, mais le De Gaulle de 40, c'est quand même... voilà, c'est le début de la légende. Ce bureau fictif qui est derrière vous, sera-t-il, si vous êtes élu, simplement votre bureau, ou est-ce que vous habiterez ou habiteriez à l'Élysée? Le président de la République, il est président 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc la question ne se pose pas. Le président de la République habite à l'Élysée. Merci François Fillon d'avoir accepté notre invitation.